technique. Donc, d'avoir avec nous une chanteuse lyrique hors pair. Elle se prénomme Founé Diarra. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, mais je pense que chacun et chacune de vous la connaissent, même si ce n'est pas personnellement, mais vous l'avez déjà vue aux divers événements au sein de la diaspora africaine, en France et également à l'étranger. Elle est également ambassadrice de Orange Monnaie Europe, qui nous fait l'honneur également d'être notre partenaire. Et elle va nous chanter donc 2 hymnes nationaux. Donc la première, ça sera celle de la France, et la seconde hymne, ça sera celle de l'Afrique du Sud. Donc je vous demande vraiment de l'applaudir chaleureusement. Founé Diarra. C'est bon? Là, il faut aller voir ça va, mais c'est la musique que j'entends. Thank you.
aussi beaucoup donc l'hymne de l'Afrique du Sud pour illustrer toute l'Afrique, puisque l'hymne de l'Afrique du Sud parle de toute l'Afrique. Merci beaucoup à tout le monde. Et petit remerciement donc à notre partenaire Orange Money, Orange Money Europe. Donc comme vous avez pu le voir sur le siège, qui vous permet d'envoyer de l'argent dans 30 pays d'Afrique et du monde à prix très intéressant. Et donc voilà, donc je vous invite toutes et tous à installer l'application sur vos téléphones. C'est vraiment une structure Orange Money Europe qui nous soutient dans toutes nos initiatives pour l'Afrique. Donc vraiment, utilisez cette application. Et si vous installez cette application, vous aurez un petit cadeau, on va le voir tout à l'heure. Merci beaucoup. On applaudit chaleureusement notre chanteuse Eryphanie Diarra. N'hésitez pas donc à aller avec nous toute l'après-midi. Si vous souhaitez justement, vous avez besoin d'une chanteuse lors de vos événements de la diaspora, elle sera, ça t'accueillera un plaisir qu'elle sera là pour vous interpréter différents hymnes nationaux. Alors on va poursuivre. Tout d'abord, on va commencer donc avec le discours de la présidente de l'association Phoenix Action Solidaire Internationale. Donc j'invite Madame Marcelle Macab à venir nous rejoindre. Je vous demande de l'applaudir aux opportunités populaires. N'oubliez pas de dire général. Général. En fait, je l'appelle toujours général. Et elle me dit, mais non, mais Cathy, on m'a donné ce nom, mais moi j'en voulais pas. Non. Je dis, mais c'est comme ça qu'on t'appelle. C'est non, tu es notre général. Donc je vous demande d'ovationner notre général Marcel Macab, président de l'Association internationale. Voilà. Bravo. Merci Cathy. Merci Cathy. Et merci Founé pour ton interprétation de l'hymne de l'Afrique du Sud et de la France. Très chers et honorables invités, merci et bonsoir. Je suis honorée de votre présence ici ce soir. Vraiment, lorsqu'on dit qu'on vit, lorsque nous nous sentons en vie, c'est parce que nous avons la santé déjà. Et donner de l'amour aussi, ça fait partie de la vie. Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous sentez, en fait, c'est l'amour que vous portez pour ma petite personne. Et je me sens vraiment très, très honorée et très en joie. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers partenaires, chers invités, chers participants et chers participantes, je suis profondément honorée de vous accueillir aujourd'hui à ce cycle d'échanges sur les parcours d'intégration. Un moment que nous avons voulu riche de sens, de rencontres et de partage d'expériences. Cet événement pensé comme un espace vivant d'atelier et de partage d'expériences, cet événement, cette conférence et d'exposition nous invite à réfléchir ensemble aux défis, mais aussi à l'espoir lié à l'intégration en France. À travers Phoenix Action Solidaire Internationale, mon engagement s'est toujours inscrit dans une volonté d'éclairer et de mettre l'activité professionnelle et l'engagement citoyen au service de l'intérêt général. Il s'agit d'agir de manière plurielle pour construire des ponts, pour renforcer des solidarités et pour donner une voix à celles et ceux qui ont trop souvent été privés. Nous intervenons auprès des personnes vulnérables, des migrants, mais aussi des femmes africaines et afro-descendantes en diaspora.
tout en les accompagnant sur le plan administratif. De renforcer leur capacité, de favoriser leur épanouissement, leur bien-être et leur épanouissement. Nos actions sont concrètes et continues. Nous avons commencé par faire des dons à l'Armée du Salut. Nous avons accompagné en liaison avec la Maison des Camerounais de France, donc l'Afrique, 6e région. Nous avons accompagné les jumeaux siamois qui sont au Cameroun, Bissi et Enga, les enfants de Maya. Nous avons porté des conférences sur les violences faites aux femmes. Nous avons eu l'honneur d'être invités au théâtre de la ville de Paris à la foire du G20 pour représenter le Cameroun. Bien sûr, notre accueil. En fait, aussi, nous travaillons en liaison avec la mairie d'Aubervilliers et l'OPHLM d'Aubervilliers. Notre accueil et notre soutien avec la Maison des Camerounais, nous avons accueilli 1080 étudiants et réussi à intégrer 480 étudiants venus d'Ukraine. Phoenix Action Solidaire Internationale, c'est un travail de terrain, c'est une communauté, des valeurs et surtout une synergie. Et surtout une synergie avec les institutions, les associations sœurs comme la Maison des Camerounais de France et bien d'autres. Et les partenaires comme Beribel Association Foundation et bien d'autres partenaires. Nous avons beaucoup de partenaires avec qui nous travaillons sur le terrain. Aujourd'hui, je vous invite non seulement à participer activement à nos échanges, mais aussi à nous rejoindre. Nous avons besoin de vos adhésions et de vos voix, de vos talents pour contribuer, pour continuer à bâtir ensemble une société plus inclusive, plus juste, plus humaine. Je remercie toutes les petites mains qui travaillent tous les jours d'arrache-pied avec Phoenix. Beribel Moulon, qui est ma partenaire. Je remercie tous les journalistes avec qui je travaille sur le terrain. Ceci étant, que vaut la vie si nous les humains, nous ne sommes pas là pour porter cette société et faire développer la société? Elle ne vaudrait rien. Je suis très humaine, très humaniste et je rêve de voir le sourire sur le visage de tout un chacun. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé il y a 20 ans de créer Phoenix. Mais comme je n'avais pas à l'époque les possibilités de créer, il y a 4 ans seulement, que j'ai eu la chance aussi d'avoir des personnes qui étaient à mes côtés, qui me conseillaient aussi. Parce que embrasser aussi, parce que j'ai plusieurs casquettes en fait. Et je me suis engagée dans un combat citoyen où j'avais laissé complètement ma vie de côté pour mener le combat citoyen. Mais sur mon chemin, j'ai eu des personnes valeureuses, des personnes perspicaces, qui étaient très douées, très fortes, qui m'ont pris sous leur aile pour me donner la force de lever un petit peu le pied sur mon combat citoyen et de porter le rêve que je caressais depuis 20 ans. Et ces personnes sont Abdelaziz Moundé et M. Dieudonné Ngoumou qui m'ont conseillé de ne pas lâcher. C'est pour ça que si vous avez des rêves, ne lâchez pas, osez. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'argent ou alors vous n'avez pas la possibilité de porter un rêve que vous allez vous abandonner, que vous allez oublier vos rêves. Ayez des convictions et tenez à vos convictions, peu importe ce que vous faites dans la vie.
tenez à vos convictions. Donc, j'ai dû prendre sur moi parce qu'il y a un ami qui m'avait dit « Pourquoi tu veux créer une association en fait? Tu n'es pas riche, c'est des riches qui créent des associations. » J'ai dit intérieurement que mais pourquoi je dois être obligatoirement riche pour créer une association? Je vais au bout des choses quand je m'engage. Quand je m'engage, c'est jusqu'à Las Palmas. Je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas. J'ai eu du mal à trouver une salle. Nous sommes ici aujourd'hui par le canal de la mairie d'Aubervilliers. Et j'ai eu du mal à trouver une salle. Mais il y a une grande dame qui travaille à la mairie d'Aubervilliers qui m'a soutenue, qui s'appelle Madame Kortoum Sako, qui est élue de la Je ne vais pas être très longue, je ne vais pas vous raconter mon histoire parce que mon histoire c'est tout un livre. Quand vous entendez général, je suis déjà générale dans ma vie. Je suis déjà une générale dans ma vie parce que j'ai gagné mes propres combats. Et je suis ici aujourd'hui pour vous dire que c'est possible ensemble. Pourquoi nous ne pouvons pas nous mettre ensemble pour faire des choses ensemble? Parce que l'amour se donne aux uns et aux autres. Ce n'est pas aux animaux qu'on donne de l'amour. Lorsqu'on est mort, c'est fini. Il n'y a plus rien. Donc, aimons-nous vivants. Chacun de nous, nous devons nous aimer. Je rêve de voir l'Afrique unie. Je rêve de voir que chacun de nous dans cette salle, chacune de nous dans cette salle, s'associe pour la solidarité. Et je veux voir cet élan de solidarité, même si ça commence aujourd'hui. Parce que nous disons tous les jours, nous le disons suffisamment, mais nous ne le faisons pas. Il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup d'égoïsme, il y a beaucoup de manque d'attention. Les gens sont aujourd'hui très moins empathiques qu'à l'époque de nos parents et de nos grands-parents. Et ça me fend le cœur. Moi, je rêve voir le sourire sur le visage de tout un chacun, de chaque compatriote. Donc, je vous remercie infiniment. Je ne vais pas m'éterniser. Je vous remercie infiniment de votre présence. La mère est venue un petit peu avec un retard dû à son agenda, mais je vais vous laisser, je vais laisser la place au maire de faire son de dire un mot. Merci beaucoup. Alors bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Donc on va poursuivre. C'est pas évident de reprendre la parole après le discours très poignant et émouvant de notre général Macam. Comme vous avez pu l'entendre, elle a parlé avec son cœur, rempli d'amour. C'est une femme combative, raison pour laquelle elle porte ce nom dignement général et elle honore très bien. Donc, on va poursuivre donc, dans l'allocution des discours des officiels. Avant cela, j'invite le directeur de projet, justement, qui travaille étroitement avec notre général Marcel Macam. Il s'agit donc de Abdelaziz Moundé Nidjam. Alors, je m'excuse pour la prononciation. On n'est pas les Chinois. Donc tu vas redire ton nom avec la bonne prononciation et te présenter directement. Merci Jean-Célestin, donc Abdelaziz Moundé Djimba. Merci. On va applaudir Cathy Défaut. Sans défaut. Cathy sans défaut. Merci, merci. Et je vous prie une fois de plus d'accorder toute votre attention et vos ovations à Marcel Macam, général, qui a prononcé un discours d'ouverture aussi émouvant et profond à l'attention de tous. Alors, Phoenix Action Solidaire Internationale, c'est un appel, c'est une vision, c'est aussi le cri du cœur d'une femme qui vivait une situation personnelle assez difficile, assez compliquée, et qui l'a sublimée en s'engageant. Elle a évoqué tout à l'heure sa propre trajectoire, je ne vais pas revenir là-dessus, en s'engageant dans son bras droit sur
des questions qui étaient à la fois citoyennes et qui concernaient son pays d'origine et dans le pays d'accueil. Et puis d'un autre côté, c'était sa fibre, à la fois maternelle, qu'elle a su convertir pour des problématiques de solidarité. Alors il s'est agi de quoi? Quand elle a eu l'idée de Phoenix Action Solidaire Internationale, il fallait le traduire en projet. Il fallait le traduire avec des énoncés aussi précis que concrets. Il fallait aussi donner une ossature à cette vision qu'elle portait, à cette vision qu'elle traduisait. Et tout à l'heure, elle a cité cette illustre figure de notre diaspora camerounaise. C'est Dieudonné Ngobou que je demande d'applaudir très très fort parce qu'il est là parmi nous. C'est avec donc Dieudonné, chez Marcel Macam, que les nuits, les journées, les après-midi étaient consacrés à donner donc une ossature à ce projet. Et l'avantage avec les réunions chez Marcel Macam, c'est que ce que vous allez manger ici était préparé spécialement pour nous et qu'on avait du plaisir à repartir plusieurs fois là-bas, puisqu'à chaque fois, vous savez qu'il y avait un cocktail qui clôturait généralement les séances de travail. C'est toujours avec un plaisir renouvelé qu'on y allait. Et quand il s'est agi effectivement de donner corps, elle a cité un certain nombre de pans du travail qui a été fait avec elle. Je vais m'arrêter avant de présenter ce projet ici concret sur la question des parcours d'intégration, un projet qui nous a tous portés et qui est resté à la fois emblématique de ce qu'elle représente et de ce que nous avons eu comme vision en mettant en place ce qu'on a appelé la Maison des Camerounais de France Centre Franco-Camerounais. C'est que quand il y a eu la guerre en Ukraine, c'était des images virales que chacune et chacun d'entre vous avait pu voir. C'était... Les gens ne se maîtrisent pas, c'est bizarre. C'est bon, ça va? Oui, c'est bon. Alors, on a pu voir des images virales de personnes qui étaient sorties des wagons, tout simplement parce qu'elles avaient la couleur de peau que j'ai. Et donc, celles qui continuaient dans les wagons étaient des personnes qui ont des couleurs de peau qu'on peut apercevoir dans cette salle aussi. Donc, au lieu que dans la guerre, que les humains se fédèrent, au lieu que dans la guerre, les humains se serrent les coudes, eh bien, on a commencé à dissocier les personnes en fonction de leur carnation de peau. Donc, nous avons saisi cette question non pas pour faire enrager davantage, on s'est dit qu'est-ce qu'on pouvait faire. À travers la notoriété de quelques-uns d'entre nous, dont ma modeste personne, nous avons lancé un appel sur les réseaux sociaux et fort heureusement, il a été suivi. Il a été suivi d'abord par une première personne, c'est Issa Diallo, à qui je rends un fort hommage ici. C'est un Sénégalais, un Polonais d'origine sénégalaise, qui avait à Varsovie une compagnie de transport. Une compagnie de transport qui détenait un certain nombre de cars. Et c'est lui, le premier, qui nous a fait un message sur Facebook pour nous dire qu'il était possible de collaborer et de se mettre en rapport avec un certain nombre d'autres Africains qui sont en Pologne, qui sont en Moldavie, qui sont en Roumanie, qui sont en Slovaquie, pour que, effectivement, on puisse accueillir ceux qui étaient rejetés ça et là. Et donc ça s'est fait, et avec l'avantage qu'on a aussi eu en Allemagne un jeune qui s'appelle Jero Potago, extraordinaire, une sorte de garçon comme ça avec la main sur le cœur, qui lui a pris son véhicule et qui est parti de Berlin pour Varsovie et il est allé à la frontière, et c'est lui qui a transporté les 10 premiers jeunes, donc qui se trouvaient être des étudiants, et le reste n'était pas que des étudiants. Le reste aussi c'était des Africains qui avaient épousé des Ukrainiennes, des Africains aussi qui avaient commencé leur vie en Ukraine mais qui n'étaient pas des étudiants. Et quand ils sont arrivés en France, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est où Phoenix Action Solidaire Internationale, à travers Marcel, pour illustrer, c'est que nous avons passé les journées, et notamment Marcel, à pouvoir accueillir et surtout écouter ces personnes. Parce que les traumatismes étaient grands et profonds. Quand ils arrivaient, ils étaient littéralement abîmés, ils étaient littéralement cassés, et c'est vraiment peu de le dire. Et la qualité d'écoute qui a été mise en place, notamment par Marcel et une autre responsable de Phoenix Action Solidaire Internationale, a permis que ces jeunes soient remis en confiance, parce que c'était humain, c'était un accueil humain, c'est un accueil maternel, au point où les médias qui sont venus nous voir avaient pu constater que non seulement on manquait sensiblement de moyens pour ça, mais il y avait cette dimension humaine qui avait donc été mise en place. C'est pour dire que le travail que nous allons lancer cet après-midi n'est pas anodin, il ne vient pas de nulle part, il vient d'une expérience humaine, de personnes qui, sans grands moyens, ont pu accueillir 1200 au total personnes qui venaient donc d'Ukraine et intégrer
380 personnes dans l'enseignement supérieur en France. Ça s'est fait au prix de plaidoyer auprès du ministère de l'Intérieur, parce que nous avons rencontré le préfet délégué à l'accueil, délégué interministériel à l'accueil des personnes venues d'Ukraine, et fort heureusement, l'intitulé réfugié ukrainien a été changé en déplacé d'Ukraine. C'était le premier combat que nous avons remporté, et puis subséquemment d'autres. Et quand il s'est donc agi de penser un prolongement de cela, nous nous sommes dit comment l'articuler, comment cette expérience-là pouvait servir dans le cadre du credo qui était celui de Phoenix Action Solidaire Internationale, celui de l'accompagnement pour l'insertion et l'intégration, comment nous pourrions articuler cela, le mettre dans le cadre d'un projet sous la forme d'un cycle. Et donc est née donc l'idée de ce cycle parcours d'intégration, comme vous l'avez pu le voir. Il est articulé autour de 5 points. Le premier point, c'est les conditions juridiques et le partage des valeurs républicaines. Vous avez vu, il y a une instabilité de loi, de dispositifs. Ça peut être des circulaires VAL, ça peut être des circulaires Otayo, etc., etc. Des circulaires interprétatives de loi du Code des étrangers et du séjour en France, que Maître Cour aura l'occasion d'illustrer tout à l'heure à travers son éclairage juridique. Eh bien, il y a la loi, mais il y a aussi son application, les conditions de son application, les conditions de la régularisation, les conditions d'accueil en France, et puis aussi la vision de la France en matière d'intégration des populations venant de l'étranger. Nous avons en France des personnes qui viennent et qui ont souci, c'est pouvoir s'intégrer par le travail. Parfois, elles commencent à travailler, comme on dit, sans papier, entre guillemets, cette expression, je n'aime pas beaucoup, mais elle est utilisée au noir. Et comme on l'a vu pour ceux qui travaillent sur les chantiers des Jeux Olympiques, parfois des personnes sont exploitées pendant de longues années, et au moment où effectivement il faut leur donner les papiers, on leur oppose la loi. Alors même qu'elles sont sur le territoire depuis plusieurs années et que les marques d'intégration, qu'il s'agisse effectivement d'adopter les valeurs républicaines du pays qui a eu une déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, une loi sur la laïcité en 1905, ces personnes-là, on peut les amener à comprendre. Parfois, une personne qui est analphabète en français peut être alphabétisée en arabe. Donc, on voit très bien que la question de l'intelligence et de l'illettrisme est liée tout simplement au fait qu'on ne s'adapte pas aux personnes qui viennent. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui lisent très très bien leur verset du Coran, mais ils demandent leur chemin en français qu'ils ne trouvent pas. Donc c'est un paradoxe, parce que pour lire A, B, C, D en français, c'est la même chose que Alif, Ba ou Taou en arabe. Donc si une personne peut lire Alif, Ba ou Taou, ça veut dire qu'elle peut lire cela en français. Donc on peut accompagner les migrants, les personnes qu'on accueille, en s'adaptant à ces personnes-là. Conditions juridiques et partage des valeurs républicaines, c'est-à-dire que même dans leur langue, ces personnes peuvent adopter les valeurs républicaines. Le deuxième axe, c'est une question très importante pour nous, c'est la mise en lumière et en valeur des parcours d'intégration modèles et du mentorat. Jean-Célestin Djangué, ici à ma gauche, nous avons fait un ouvrage avec Dieudonné Ngomou dans le cadre de la Maison des Camerounais de France. C'est un ouvrage qui valorise un personnage qui est inconnu de beaucoup, mais qui est central dans l'histoire syndicale en France. C'est un monsieur qui s'appelle Eugène Joléa, il était venu du Cameroun en 1953, né en 1931. Il est venu en France pour faire des études. Il a joué au football comme personne, champion de France en 1957 avec l'AS Saint-Étienne, la saison 56-57, deuxième meilleur buteur du championnat de France. Mais il ne s'est pas contenté de jouer au football, il était également un brillant étudiant. C'est le premier champion sportif en France et dans le monde à avoir un doctorat pendant qu'il jouait au football. Les docteurs de l'université à Lyon, diplômé de l'Institut des hautes études d'outre-mer, Lyon. Et puis, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis son talent, sa science juridique au service des footballeurs. En France, le football n'était pas du tout un métier. Pas du tout un métier. C'était un hobby, les gens pouvaient jouer comme ils ne pouvaient pas jouer. Mais grâce à Joléa, qui allait chercher Juste Fontaine, qui était une légende française en matière de football, Jacques Bertrand, un avocat, qui sont devenus présidents et vice-présidents de ce qui allait devenir l'Union nationale des footballeurs professionnels. Et donc l'UNFP est né, et à partir de 1961, l'histoire et le destin des footballeurs a changé en France, en Europe et dans le monde. Et ça, on le doit à une personne qui était immigrée. Et dans l'histoire syndicale de France, puisque les syndicats sont nés de la révolution industrielle et puis des lois Valdez-Grosso, vous avez une personne qui est venue du Cameroun et qui a donc un apport comme celui-là en France. Et donc voilà pourquoi la question de la valorisation des parcours modèles est très importante donc, dans ce cycle que nous menons. Le troisième
acte est lié au travail des associations. Le travail des associations est très important puisque Phoenix en donne l'illustration. C'est comment le rôle et l'évolution du travail des associations peut être effectivement un facteur de réussite pour les migrants, un facteur d'accompagnement aux côtés des pouvoirs publics. Il y a les voies d'insertion par l'économie et le travail, l'entrepreneuriat. Il y a ici, tout à l'heure, il sera dans le panel, Elsa Chénaud, qui a mis en place le carrefour social interculturel pour l'intégration et qui va s'installer dans quelques jours ici en Ile-de-France, donc au Kremlin-Bicêtre, dans le 94. Le CSI qui est installé sur plusieurs sites en France, c'est-à-dire qu'à Moulins, à Nevers, à Clermont-Ferrand et donc à Paris, bientôt au Kremlin-Bicêtre, pour que la question de l'insertion, de l'intégration soit prise de façon globale. La santé mentale, l'équilibre mental, vous avez vu souvent ici à la porte de la Villette comment les gens ont été cassés par leur parcours migratoire, ils deviennent littéralement des zombies parce qu'ils ne sont pas accompagnés de ce point de vue. Vous avez aussi vu des gens qui ont des talents extraordinaires qui n'arrivent pas à les valoriser. Quelqu'un est bac plus 5 dans son pays d'origine, il arrive en France, il est bac moins 25. Et donc parfois ça pose des problèmes comme ça et puis ça casse effectivement les gens. Donc Elsa nous parlera de son expérience et de comment effectivement cela pourrait être fait. Le dernier point concerne les synergies. Marcel insistait tout à l'heure sur la question des solidarités. Elle a parlé avec son cœur, effectivement, d'empathie, d'entre gens. Oui, nous voulons que ce soit davantage structuré une synergie. Une synergie, c'est un réseau. C'est un réseau d'action. Il y a une expression dans une langue qui nous est chère au Cameroun, Dia di World, ici Makaka di Bomba, c'est une expression en langue douala. Une seule main ne peut attacher un paquet. Vous essayez d'attacher un paquet avec une main, vous allez voir toutes les difficultés que vous aurez, et puis quand la deuxième main arrive, effectivement, le paquet est attaché. Donc c'est ça les synergies. Ce que je peux faire est complémentaire de ce que vous pouvez faire. C'est ce que nous apprend l'Ubuntu, puisque Funa a bien voulu nous déclamer Kosisi Keleni Africa. C'est ce que l'Afrique du Sud de Mandela nous a appris, c'est que l'Ubuntu, c'est que je suis parce que tu es. Et donc c'est ce message-là que nous voulons partager à travers ces synergies. Et donc ces 5 axes qui seront déclinés tout au long du parcours. Et aujourd'hui, avec Cathy Défaut, il y aura donc une modération de conférences autour d'axes fondateurs et pionniers sur l'action que mène Phoenix Action Solidaire Internationale concernant l'inclusion et l'intégration. Je vous remercie pour votre attention. Bravo. Poursuivre la discussion des invités et des officiels. Je vais juste vous demander à tous et à toutes vraiment de mettre vos téléphones portables sous silencieux, s'il vous plaît. Alors je vais appeler donc Madame Kourtoun Sako, qui est attachée territoriale et adjointe au maire d'Aubervilliers. Je vous demande de l'applaudir. Moi, ça allait. C'est le choix du micro qui pose problème. Le choix du micro national. Mesdames et messieurs, bonjour, aux honorables invités, messieurs, madame les élus. Je vois beaucoup de mes collègues d'autres contrées ici présents. Je vais donner, sans le désir adjointe au maire, à la vie associative de la ville d'Aubervilliers. Je n'ai pas pu voir les gens arriver, donc si j'ai omis une quelconque personnalité, veuillez m'en excuser. En tout cas, merci d'être présent. Bienvenue à Aubervilliers. Ville des solidarités, ville multiculturelle, ville ouverte sur le monde. Je suis vraiment heureuse d'accueillir l'association Phoenix Solidarité, une association qui a mis son temps à émerger, comme le rappelait Marcel, et qui a mis tout son cœur pour que le jour d'aujourd'hui puisse arriver
et accueillir cette première conférence, et pas la dernière, dans un lieu qui pour moi est très symbolique, parce que nous sommes à 4 chemins la Villette. 4 chemins la Villette, c'est le quartier dont je suis également élu, donc ça m'honore d'autant plus que cet événement se fasse dans mon quartier. Seconde chose, nous sommes dans un nouvel équipement qui a été inauguré en novembre, donc vous pouvez apprécier la qualité de ce lieu qui a été nommé au nom de Mahsa Amini, figure de la résistance iranienne, femme, expression et liberté. Donc c'est un lieu où on a l'envie que les associations puissent s'exprimer, faire un partage avec les associations, un partage avec les habitants, parce que les habitants d'Aubervilliers sont des gens très actifs au niveau associatif, au niveau politique, au niveau de l'engagement, au niveau de la solidarité. Donc c'est la première mise à disposition de la salle pour un événement. Donc nous ouvrons le bal aujourd'hui, j'espère que l'expérience sera positive et qu'elle ouvrira la porte à d'autres associations, pour d'autres initiatives, peut-être en partenariat avec Marseille. Voilà. Donc en revenant au cœur du sujet, nous avons fait beaucoup de projets avec l'association Phoenix Solidarité. Je ne vais pas revenir là-dessus puisque la genèse a été longuement expliquée par Abdelaziz, par Marcel. Mais moi, je voulais revenir aussi aux fondamentaux. Vous avez énuméré succinctement les droits de l'homme et du citoyen. Moi, je suis élu à la politique de la ville. La politique de la ville, c'est un grand mot. Quand il faut l'expliquer simplement, je voudrais seulement dire aux habitants que c'est la politique publique qui milite pour l'égalité des chances. Et le problème dans cette société, je pense que l'égalité ne devrait pas être une chance. C'est d'abord un droit. Et ce droit-là, il est écrit dans les droits fondamentaux qui sont les droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire que si nous avions respecté les fondamentaux, je ne serais même pas élu à la politique de la ville, en fait. Mon existence n'aurait même pas lieu d'être. Bon, je suis bien contente d'être là. Hein. Je suis bien contente d'être là. Mais quelque part, je me dis que si tout était dans l'ordre, je serais au bord de la plage en train de me reposer. Voilà. Et donc, les injustices dans ce monde, elles sont de plusieurs niveaux. Nous avons milité dans un premier projet en lien avec l'éco-responsabilité. C'était une forme de militantisme pour l'égalité et lutter contre l'injustice environnementale. Puisque à Aubervilliers, vous savez, nous sommes dans des banlieues qui sont un peu éprouvées hein, au niveau du cadre de vie. Et nous avons l'obligation de renouveler nos espaces, de les rendre quand même plus agréables pour que les générations actuelles et futures puissent profiter de notre territoire. Ensuite, le deuxième niveau d'inégalité que nous souhaitons traiter aujourd'hui à travers ce parcours d'intégration, c'est principalement les inégalités d'accès aux droits. Droits notamment des étrangers, mais également devoirs. Parce que vous avez, Abdelaziz a parlé de beaucoup de communautés. À Aubervilliers, nous sommes multiculturels. Nous avons vu que le parcours d'intégration, la qualité de l'intégration en fonction des communautés n'est pas égale. Nous, bon, à Aubervilliers, nous avons observé des communautés, nous avons une forte communauté chinoise, où l'entraide s'est organisée pour faciliter l'intégration des uns et des autres. Maintenant, nous avons, à travers cet équipement, mis en place France Service qui est aussi une espèce d'annexe de la mairie, pour faciliter les démarches administratives. Il est important pour chaque citoyen d'Aubervilliers ou d'ailleurs d'être au courant de toutes ces politiques publiques, ces établissements qui sont là pour vous faciliter la vie et vous permettre de mieux vivre avec votre voisin. Voilà. Donc, il y a le niveau administratif qui est vrai, et il y a le niveau aussi social, où quand vous êtes en règle, tout se passe mieux dans votre vie. On a parlé de travail, mais travail, c'est pas que le seul problème qu'une personne irrégulière rencontre au quotidien. Il y a l'aspect du logement, il y a l'aspect de l'éducation des enfants, parce que dans l'intégration au jour d'aujourd'hui, la question de la parentalité revient souvent. Donc j'espère que dans les panels, nous aurons l'occasion d'aborder le sujet. Exactement, mais je ne vais pas être trop long parce que je pense que les introductions ont été très constructives et enrichies et il y a plusieurs panels qui vont nous permettre de discuter
déjà entre experts, ou en tout cas personnes dites expérimentées, puisque la finance incluse n'existe pas, et aussi d'échanger avec la salle pour pouvoir voir vos besoins aussi, parce que nous sommes aussi à l'écoute de ce qui se passe au quotidien chez les citoyens, pour après travailler mieux notre approche d'accompagnement au quotidien dans les services publics, peut-être faire remonter à d'autres échelons nationaux, à l'échelle nationale, les difficultés rencontrées sur le terrain. Donc en tout cas, je vous remercie en cette semaine de Pâques, où beaucoup de personnes devraient être à la maison en train de se reposer, de vous être autant mobilisés pour participer au parcours d'intégration animé par Phoenix Solidarité. Merci à vous. Je réitère à nouveau mes félicitations. Merci à vous pour tout ce que vous faites, Madame Toussako. Vous êtes vraiment un exemple, et tout l'accompagnement que vous faites justement auprès de ces individus dans leur quotidien. Également soutenir l'association Phoenix Action Solidaire Internationale. Merci pour votre engagement, pour votre présence. Alors on va poursuivre dans l'allocution des invités d'honneur. J'invite Madame Tessie Moumani à venir prendre la parole, parce qu'elle nous fait l'honneur de sa présence. Madame Tessie Moumani, qui est une artiste, elle est artiste chanteuse, mais elle est surtout, c'est une femme qui œuvre et qui milite énormément contre les discriminations. Donc je tenais à ce qu'elle prenne part également aujourd'hui des allocutions des invités d'honneur. Elle n'était pas informée, mais voilà, je lui demande vraiment qu'on lui réserve un très bon accueil. Merci à vous, merci à l'association, merci à vous tous et toutes qui êtes là ce soir. Et comme elle a dit, c'est vrai, je n'étais pas informée, mais je prends quand même la parole pour vous dire que je milite énormément pour le vivre ensemble. Et ce militantisme me permet aussi de pouvoir faire beaucoup de maraudes, pas seulement seul, mais avec mes enfants, même les petits que j'initie déjà dès le bas âge. Savoir que c'est ensemble, comme a dit tout à l'heure la présidente, c'est ensemble que nous pouvons faire de grandes choses. C'est ensemble que nous pouvons vivre et partager. C'est ensemble que nous pouvons être heureux. Moi, je sais que heureux étant seul, moi ça m'étonnerait que quelqu'un soit seul quand il est heureux. Mais c'est ensemble, franchement, que nous partageons cet amour que nous avons dans nos cœurs et que nous pouvons partager avec tous et tous qui sont là ce soir, par exemple. Et voilà. Et donc, bon, voilà justement. Et je suis aussi artiste, chanteuse, comédienne, et voilà. Et donc, la chanson qui a été, franchement, qui fait beaucoup de grands, qui s'intitule « Disons non ». Je pense qu'on la diffusera tout à l'heure, et vous écouterez, et vous comprendrez le message que je fais passer dans ce message. Et je vous souhaite bon vent à tous et à toutes. Madame Tessie Moumani. Alors je tiens à préciser, c'est grâce à monsieur Abdelaziz Moundé, justement, il a tenu justement à ce qu'elle prenne part justement des allocutions, parce qu'elle nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. En plus, ils se sont rencontrés récemment lors d'un événement le 9 mars. Voilà. Elle a invité ce projet. D'accord. Alors n'hésitez pas justement à ensuite lors du cocktail d'échanger avec elle, et comme ça elle aura le plaisir de vous dire ce qu'elle fait dans tous les détails. Alors on va poursuivre dans l'allocution des invités d'honneur. Alors j'invite madame, non c'est docteur, excusez-moi, docteur Inès Lorcomto, qui est donc la vice-présidente ouest et chargée du projet GFAC. Elle est également chevalier de l'ordre de la valeur, vice-présidente communale BAM, campagne présidentielle 2028 RDPC. Elle est originaire du Cameroun. Je ne vais pas énumérer tous ses titres parce qu'elle en a énormément. Madame, donc docteur Inès Lorcomto, je vous invite à prendre part. Madame le maire de la ville qui nous accueille, l'adjointe maire, quand elle est là
là, c'est le maire qui est là, parce que je sache. On ne va pas toujours préciser que c'est la fille, elle vient, c'est le maire qui est là, c'est là. Oui, parce qu'on doit mettre les choses comme il faut. Quand vous êtes là, je suis venu vous accueillir en tant que maire, c'est le maire qui est là. Voilà, très bien. Voilà. Monsieur l'élu, j'ai donné distingués invités. Merci d'être venu. Comme disait la générale Marcel, on dit de soutenir. Nous sommes en France et puis dans la diaspora, nous devons soutenir. Comme elle a cité, il y a beaucoup, pas mal de choses. Elle a dit à DPCMG beaucoup plus travailler pour les pauvres. Parce que quand j'ai fait plus de 1000 cartes d'identité à Baham, à mes frères, c'était pour toute la population. Je n'ai pas regardé qui écarte elle, qui écarte ici. C'est ça d'abord ma devise. Et ça, c'est vrai que ça m'apporte beaucoup de problèmes dans mon camp parce qu'on n'aime pas quand je prends aussi l'adversaire. Mais moi, je suis plus pour le social et pour les personnes vulnérables, pour les faibles, pour les personnes sans voix. Ça, c'est moi. Les personnes qui n'ont personne, ça, c'est, je lis beaucoup pour ça. J'ai des associations en France, Santé, Assistance sans frontières, Droit et Assistance sans frontières. On va aussi dans les prisons pour voir des femmes, parce que nous avons encore beaucoup plus, je parle beaucoup des femmes parce que ce sont elles qui n'osent pas parler de ce qu'elles vivent. Nous avons encore des femmes qui sont emprisonnées pour un oui ou pour un non, même en France, il n'y a pas qu'en Afrique. Nous avons des personnes qui dépriment. Quand on parle même dans la rue, les personnes dépriment parce qu'ils ont peur de parler, soit à leurs proches, soit aux personnes, parce que ça va aller dans tous les sens. Vous allez vous confier, vous avez quelqu'un qui est malade, dès qu'il se confie, ça va dans tous les téléphones du Congo ça du soir. Pourtant, c'est ça qui tue la personne, parce qu'après la personne se mue chez elle et elle ne peut plus sortir, elle ne peut même plus aller se soigner. Pourtant, nous sommes dans un pays qui soigne encore des personnes gratuitement. Mais j'ai vu des personnes où je suis allée les voir chez eux, ils m'ont dit, docteur, on n'ose plus parler parce que dans notre communauté, dès que j'ai parlé, toute l'Afrique était au courant, toutes les associations de France et de la diaspora sont au courant. Mes frères et sœurs, arrêtons ça. Marcel, pour revenir à elle, c'est notre général à nous. C'est notre général parce qu'elle soutient, nous sommes là aujourd'hui parce qu'elle est partout. C'est-à-dire quand vous faites quelque chose, même si vous lui dites la nuit, elle va prendre des rebelles, se cache. Elle est toujours avec des rebelles. Elle va aller vous soutenir, quel que soit là où vous vous trouvez, elle viendra. Pourquoi pas, comme elle a dit, nous devions nous soutenir. Parce que dans la salle, j'ai des visages que je sais qu'elles ont beaucoup de choses. Dans les placards, sortons, travaillons, allons-y faire quelque chose. Chaque personne a quelque chose à donner en société. Chaque personne de son niveau, à son acabit, a quelque chose à donner en société. Nous avons la chance d'avoir les élus parmi nous. Nous avons les élus d'ici, qui est accueillant. Nous avons les élus du 18e, qu'on n'a pas l'habitude de savoir qui sont là. À tout à l'heure, comme on disait par rapport aux tables rondes, c'est le moment de discuter, de sortir, d'approcher aussi, que ce soit moi, que ce soit la générale Marcel, pour voir comment on peut faire pour porter sur votre projet. Vous avez Aziz aussi qui est là, nous on le chante, on le crie dessus tous les jours parce que nous quand on lui donne un projet, on ne laisse pas dormir. On ne laisse plus dormir. Vous avez le pape Sissoko qui est là, comme on a dit tantôt, je suis aussi écrivaine. Le pape Sissoko, il m'a beaucoup soutenue. Et aujourd'hui, mon livre est connu dans le monde entier. Je suis invitée partout pour les dédicaces. C'est lui, le papa. Sans me demander un franc, parce que nous avons ce tas que quand on présente un projet, l'adversaire, on met l'argent à l'avance et ça fait que les gens reculent en arrière avec leur projet. Mais nous pouvons tout faire. Et les femmes, restons solidaires et les hommes vont nous suivre pour nous aider. Merci. Merci. Félicitations. Merci beaucoup, Dr Inès Lorcanto, pour ce discours très inspirant et très édifiant. Alors nous allons poursuivre et surtout démarrer notre première table ronde qui a pour thème l'engagement associatif, citoyen, culturel et entrepreneurial comme vecteur d'intégration. Alors s'il y a des personnes qui sont encore debout, je vous demande... Non, parce que comme il y a une difficulté à passer, voilà, je comprends. Passe de ce côté-là. Oui.
pouvez passer là, on va arrêter la caméra, vous pouvez passer là. Alors, je vous dis encore une fois de plus bonsoir et bonne arrivée à ceux qui viennent d'arriver. Et j'attire un peu votre attention parce que nos pays, nous sommes là, hein, nous sommes du continent aussi, hein, et dans nos pays, dans nos différents pays, il y a certains pays qui sont tout le temps en crise. Donc, j'ai vu notre compatriote Mwazulu Diabanza qui est entré et ça m'a rappelé que non seulement il y a la crise dans le Dosso au Cameroun, il y a aussi la crise au Congo. Voilà, donc je vais vous demander 1 minute seulement. Nous allons nous lever, nous allons garder 1 minute de silence à l'honneur, en hommage à nos morts de Goma et du Nozo, s'il vous plaît. Merci. Je vous remercie tous. Dans ce monde, il y a beaucoup d'injustices, beaucoup de précarité et la misère est en train d'atteindre son paroxysme. Et si nous sommes là, c'est pour réduire le taux de précarité. Donc, c'est pour ça que l'intégration aussi, le parcours de l'intégration est là, pour que nous tous, aussi longtemps que nous pouvons, nous sommes tous des Phéniciens, nous tous qui sommes ici dans cette salle, nous sommes tous des Phéniciens et des Phéniciennes. Donc, je vais vous inviter tous à faire le parcours de cette intégration, parce que c'est un cycle que nous avons lancé là, et ça va continuer. Donc, je vous remercie. Alors, comme je le disais précédemment, nous allons démarrer notre première table ronde. Pour cela, je vais appeler nos 5 panélistes ici présents. Je vous rappelle le thème, donc c'est l'engagement associatif, citoyen, culturel et entrepreneurial comme vecteur d'intégration. Je vais d'abord appeler les dames, je vais commencer par les femmes. Ce sont les piliers de l'humanité, les architectes également de l'humanité. Alors j'appelle Madame Faiza Chaker à prendre part, à me rejoindre, à s'installer. Alors Madame Faiza Chaker, elle est présidente fondatrice de l'association Aide Afrique. Elle est ambassadrice de paix en France par la Fédération pour la paix universelle. Elle est également, c'est une femme qui est très engagée. C'est une femme dynamique. Je vais lui laisser se présenter parce qu'avec ces mots, ça n'aura pas la même tonalité. Donc une fois que tous les panélistes seront installés, je demanderai donc à Madame Faiza Chaker de se présenter elle-même. C'était juste pour l'introduire. Alors on va poursuivre avec les femmes. J'appelle Madame Eve-Elsa Chenot à nous rejoindre. Alors Madame Eve-Elsa Chenot, elle est docteure en ethno-anthropologie sociale et transculturelle. Comme l'a signalé Monsieur Abdelaziz Moundé, elle est initiatrice du Carrefour social, donc elle milite énormément, elle est très engagée au niveau de l'intégration, une femme dynamique. On a besoin justement de ce profil de femme pour pouvoir promouvoir notre intégration et la culturalité. Alors ensuite, on va passer aux hommes, parce qu'il y a des hommes également qui vont assister, qui font partie des panélistes. J'appelle Monsieur Jean-Célestin Edjangué à se rapprocher. Je vais vous l'applaudir. Député qui est des hommes de ça. Il y en a aussi, on a besoin de vous. Il en faut. Alors Jean-Célestin Edjangué n'est plus à présenter, il est journaliste, il est écrivain, il est conférencier, il est fondateur du média News Africa 24, une personne très engagée. Je tiens à préciser que Monsieur Jean-Célestin Edjangué ne devait pas être là aujourd'hui. Il était convié justement aux 72 heures
du livre guinéen qui se déroule actuellement à Conakry. Et finalement, il nous fait l'honneur d'être parmi nous. Vraiment, je vous demande de l'applaudir parce qu'il a venu être parmi nos panélistes. Ensuite, j'appelle Monsieur Jean-Luc Berger, que j'ai vu, qui est le fondateur de Meet Concept, également écrivain et conférencier. Donc, comme vous pouvez le voir, on a différents profils au niveau des panélistes, des écrivains, des conférenciers, des femmes de terrain, des hommes de terrain également. Et enfin, j'appelle Monsieur Samy, qui est le directeur du collectif Cohésion. Alors, je vais juste vous demander, Monsieur Samy, de vous mettre... Donc, tu laisses. Oui. Alors, je vais vous demander vraiment d'écouter avec beaucoup d'attention cette table ronde. On remercie, donc je vous remercie tous et toutes chaleureusement, parce que je sais que chacun et chacune de vous, vous avez des agendas extrêmement chargés. Il y a quelques visages que j'ai croisés également hier, dont Faïza. Donc, comme je rappelle le thème de cette table ronde, donc il s'agit de parler autour de l'engagement associatif, culturel, citoyen et entrepreneurial comme vecteur d'intégration. Alors, honneur aux dames. Donc, madame, alors, on va faire, comme on a un seul micro, donc on va s'adapter. Voilà. Hop. J'ai omis de préciser le temps de parole qui est imparti pour chacun des panélistes étant de 10 minutes. Donc essayez d'aller à l'essentiel, d'être très succinct dans votre discours. On peut faire passer beaucoup de messages en 10 minutes. 10 minutes maximum. 5 minutes. Allez, 5 minutes. En fait, effectivement, il était prévu que chacun et chacune ait 10 minutes. Bon, on a dû se réadapter, on a démarré avec un petit peu de retard, nous en excusons. Donc du coup, votre temps de parole est en réduit. D'accord? Donc vous avez 5 minutes, mesdames et messieurs. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, merci Marcel de m'avoir invité. Cathy aussi, merci. Bon, je vais commencer mon intervention par dire mon parcours professionnel, mon parcours associatif, parce que c'est complémentaire. J'ai vécu plus que 50 ans en Tunisie. Je suis pas activiste. Comment? En fait, tu peux mettre un peu le volume. Le volume là-bas. La qualité du son. Oui. Ça va aller. Je vais essayer de ne pas bouger le micro. voilà. C'est un défaut chez moi. Je ne peux pas parler fort. Je peux pas. Bon, je vais crier cette fois-ci. Donc, je suis obligée de parler de moi dans ce contexte. J'ai vécu plus que 50 ans en Tunisie. Je travaillais dans une société familiale. Par la suite, j'étais membre fondateur du premier club mixte, Lions Club en Tunisie, dans les années 93. Par la suite, je suis devenue présidente. J'ai intégré un autre club non mixte pour devenir présidente. J'étais membre du bureau du syndicat du patronat dans ce contexte parce que j'ai créé le premier centre de cartouches d'imprimante en Tunisie dans les années 93, parler d'écologie et dans l'informatique c'était novateur. Par la suite j'ai monté plusieurs sociétés import-export et tout ça. Et arrivé en France, parce que j'ai vécu plus que 50 ans en Tunisie,
J'ai intégré la Fédération des femmes pour la paix, la Fédération universelle de la paix, et je suis devenue ambassadeur de paix. Par la suite, j'ai intégré l'Union internationale des journalistes africains. Je m'occupe des relations internationales et communication. On a organisé le trophée Myriam Makeba à son excellence Ousmane Sonko, le Premier ministre. Alors, excusez-moi, mesdames et messieurs, je vous demanderai juste de faire preuve de silence, parce que déjà les conditions au niveau de la technique et de la régie, on essaie de s'adapter, et pour pouvoir entendre vraiment chaque panéliste, parce que c'est important de les écouter avec beaucoup d'attention. Non, si je parle de ça, c'est pas pour me montrer, mais pour dire pourquoi c'est que la vie associative et la vie professionnelle sont complémentaires. Pour dire les passations de plusieurs postes. Par la suite, on est arrêté à l'Union internationale des journalistes africains. J'ai aussi été avec l'ICEAP, l'Institut de la culture afro-descendance, qui est une ONG partenaire à l'UNESCO. J'étais suppléante en 2018 et par la suite j'étais candidate à la présidence du comité de liaison au sein de l'UNESCO. C'est un comité qui représente 430 ONG à travers le monde. Donc là, par la suite, en 2019, j'ai créé l'Association internationale pour le développement économique et social Afrique-France. Et là, les principaux projets, c'est faire des projets entre les deux rives. Par exemple, je parle de mon ami qui m'a fait... Bug, qui m'a fait connaître le président du groupe scolaire Baobab. Il est ici pour parler de financement, de recherche de financement. Donc on a fait un contrat de financement, on est en charge, parce que j'ai une autre casquette, j'en parlerai. Donc par la suite, il veut faire de l'extension et on est en train de chercher un financement parce que c'est le groupe Baobab, c'est le premier groupe scolaire en Afrique. Ça part de maternelle jusqu'au bac, puis il a la santé et la boucherie après le bac. Donc il veut s'agrandir. On est en train de chercher des solutions de financement. Et là, ça fait 2 ans qu'on est sur un collectif de 12 ONG au Bénin pour travailler sur 2 programmes. Un programme sur le genre et un programme pour l'eau potable. L'eau potable, ces ONG travaillent sur une population de 3 millions. Et pareillement, on fait l'accompagnement, mais surtout l'accompagnement financier. Vu ma casquette, que je représente un consortium de fonds d'investissement privés, mais ce n'est pas associatif, c'est autre chose. Mais ça vous ouvre d'autres opportunités de voir les cabinets qui sont spécialisés dans ce genre de financement. Et comment dirais-je, alors, Madame Faiza, juste une chose, est-ce que vous pouvez justement par rapport à toutes les activités que vous entreprenez, par rapport à la thématique d'aujourd'hui, comment en fait vous vous positionnez justement en tant que vecteur d'intégration? Ensuite, effectivement, vous pourrez échanger avec l'ensemble du public plus étroitement lors du cocktail diplomatique, mais par rapport à la table ronde d'aujourd'hui, par rapport au parcours d'intégration, comment vous, au niveau associatif, parce que vous êtes très engagé au niveau associatif, au niveau entrepreneurial, comment vous répondez à ces besoins et comment l'une de vos associations contribue, on va dire, ou favorise cette intégration, les intégrations des primo-arrivants en France? Parce que c'est la thématique aujourd'hui. Les primo-arrivants, ça dépend. S'ils ont un projet entrepreneuriat, on peut faire de l'encadrement. On essaie, mais pour les papiers et tout ça, c'est pas notre spécialité. Voilà, je suis entrepreneur, c'est mon secteur d'activité, je maîtrise ça. Donc sur les papiers et tout ça, déjà. Non, mais c'est important justement pour faire part. Mais justement, l'intégration, c'est-à-dire être active et tout ça, ça nécessite un programme et tout ça. Ça, on peut faire les formations si nécessaire, ou mettre en relation les gens avec les instituts qui font ça, soit bénévolement sur le fait associatif. On trouve des solutions parce qu'il y a pas mal d'associations ici en France et chacune est spécialisée dans son secteur d'activité. Donc c'est un partenariat et des échanges, d'essayer de coopérer ensemble. C'est tout. Bien timide. Alors,
On va poursuivre avec notre prochaine panéliste. Donc, il s'agit de Madame Eve-Elsa Chenot. Je vais vous demander de vous présenter, mais de manière très très brève, parce que vous avez également 5 minutes, même si Monsieur Abdelaziz vous a déjà présenté. Je me fais parler sans le micro, parce que sans le micro, d'accord. C'est un peu compliqué. D'accord, très bien. Alors, on a besoin du micro pour la caméra. D'accord, ok. Parce que j'ai une voix qui porte. Et comme ça faisait du bruit, ouais, c'est tout ça. Désolée. Oui, bonjour, rebonjour à tout le monde, mesdames et messieurs, les élus. Moi, je suis ravie, honorée d'être invitée. Le micro. Ça va être compliqué, mais je vais essayer. J'ai l'habitude des conférences. Oui, comme je vous disais, je m'appelle Elsa Chenot. J'ai commencé ma carrière en tant qu'assistante sociale, anciennement élue dans ma commune, élue à la solidarité. Puis par la suite, je recevais de par mes collègues, les personnes issues de la migration, je constatais des décalages, ce qui m'a amené à approfondir mes compétences vers un doctorat en anthropologie sociale. Je voulais me spécialiser en tant qu'ethnologue. Donc j'ai, après mon doctorat en anthropologie à l'EHESS à Paris, je me suis rendue au Canada où j'ai été formée en ethnopsychiatrie et donc je suis spécialisée en santé mentale. Et donc parce que je constatais que la migration prenait une place de plus en plus importante. Et moi, je vis en dehors de Paris et dans nos régions les plus reculées. Lorsqu'on recevait les migrants, ils se retrouvaient un tout petit peu perdus, voire même beaucoup, et les travailleurs sociaux étaient déstabilisés face au psychotraumatisme qu'ils drainaient à travers leur parcours d'intégration, et aussi parce que ces personnes ont traversé le désert, la Méditerranée, les femmes qui ont accouché, qui ont été jetées à l'eau, qui ont été violées, bref, de nombreuses situations liées au sanitaire ont fait que voilà, je crée un premier centre social interculturel pour l'intégration, parce que je constatais aussi que ce qui posait problème dans le parcours d'intégration, c'était le fait qu'ils arrivaient avec leur cortège culturel. Et on leur demandait de s'adapter en France, de s'adapter à ce qui existait. Et l'idée étant ici d'expliquer, de former les professionnels du champ médico-psycho, socio et juridique dans le domaine de l'interculturalité. Donc je fais partie des pionnières qui travaillent sur l'interculturalité de manière épistémologique, c'est-à-dire en tenant compte des sciences sociales avec des études très approfondies. Donc on va travailler sur tout ce qui concerne l'accès aux droits, aux démarches, la NEF qui pose un gros problème aux personnes issues de la migration, ayant été chef de service en préfecture et à l'OFI. Donc tous ces dispositifs-là, je les maîtrise, et donc on a créé le premier centre qui favorise l'intégration de ces personnes en mettant en place les dispositifs autour des ateliers FLE-FOSS. On a développé un dispositif spécifique sur l'apprentissage du français langue étrangère, mais appelé français par objectif spécifique, réservé spécifiquement aux cultures. Par la suite, je constatais également les décalages avec les problématiques liées à la santé mentale, et on est en train de mettre en place une application spécifiquement dédiée à la santé mentale, une application sur l'équilibre mental réservé aux primo-arrivants et à la diversité. Donc c'est vraiment l'outil qui va aussi permettre à ces personnes, à partir d'un numéro vert, où ils ne payeront pas, voilà, d'avoir des interlocuteurs à leur oreille pour justement mettre les mots sur les mots autour des blessures invisibles qui les habitent au quotidien. Donc le 5e centre, nous avons 5, le 5e centre s'ouvre prochainement
le 20 mai, d'ici le 20 mai, à Kremlin-Bicêtre. Donc vous aurez forcément des informations à ce sujet. 76 voilà. avenue de Fontainebleau. Exactement, 76 avenue de Fontainebleau. Et c'est vrai que ce centre, pour le coup, va permettre à la migration d'avoir un point d'accueil où on va retrouver sur ce site l'ensemble des problématiques qui mettent un frein à l'intégration. Parce que la question liée à l'intégration est aussi liée à comment fonctionne le pays. Quand on arrive dans un pays, il faut comprendre les codes sociaux de la République, dont nous avons moult ateliers, entre autres, comment et pourquoi on est là et comment fonctionne la France. Quels sont les interdits? Par exemple, je travaille pour la protection de l'enfance. Je sais qu'au niveau de la parentalité, il y a un gros souci. Donc j'ai mis en place un dispositif autour de la parentalité d'ici et d'ailleurs, ce qui permet à nos compatriotes qui viennent de tous les pays, parce que je vous rappelle qu'un ethnologue est spécialisé pour travailler sur l'ensemble des pays. Nous avons une centaine de nationalités. Vous voyez, on ne s'arrête pas qu'au sud-sahérien. On s'arrête à l'ensemble des pays issus de la migration qui rencontrent ces problématiques-là. Donc les problématiques autour du placement des enfants, ça aussi c'est une question qui va être résolue au niveau du centre, parce qu'on se rend compte que nos enfants, entre guillemets, il y a parfois un peu des abus liés aux incompréhensions. Les travailleurs sociaux, avec leurs œillets, leur regard, c'est vrai que lorsqu'on s'exprime avec une certaine vigueur, on voit tout de suite en nous de l'agressivité. Et cette agressivité-là, tout de suite, on peut placer un enfant juste parce que on trouve que les parents sont agressifs. On trouve que les parents ne s'en occupent pas. Puis, je vous passe les détails sur les situations liées à l'inceste, des situations quand même problématiques, parce que nous venons aussi des cultures où il y a ce qu'on appelle le non-dit culturel. Donc le non-dit fait que quand un enfant subit des sévices, il n'ose pas en parler. Et vous voyez, on a des parents qui nous disent, Madame Chonneau, docteur, la France nous interdit d'éduquer nos enfants. Pourquoi la France vous interdit d'éduquer vos enfants? Parce que quand on veut les punir, ils disent que nous sommes maltraitants. Donc vous voyez, il y a des décalages un peu de part et d'autre qui créent ce qu'on appelle en recherche des embrouillaministes. Les embrouillaministes vont progressivement gagner du terrain et on va de plus en plus se retrouver, dans ce désordre dans lequel il nous semble aujourd'hui nécessaire de repenser les modes du vivre ensemble. Donc c'est la question du vivre ensemble qui nous réunit autour de l'intégration, de l'insertion et des valeurs républicaines. Merci. Merci. On a tellement à dire, on prend beaucoup de plaisir à vous écouter. Alors on va poursuivre avec nos panélistes hommes. Donc je vais donner la parole à monsieur Jean-Célestin Etjangué. Voilà, donc merci beaucoup Cathy Defaux. Merci à l'organisation de cette rencontre. Je pense à l'association Félix Action Solidaire. Merci à tous ceux qui ont contribué. Merci à Madame la maire. Je ne vais pas dire Madame la maire, mais moi je dis Madame la maire. Madame Koutoum Sako. Merci Monsieur le maire Dieudonné Ngomou. C'est un aussi, c'est un naturel, mais il est là. Donc merci à tout le monde. Alors, je voudrais aller vraiment rapidement parce qu'on gagne du temps, parce que comme on a pris un peu le retard au démarrage, je ne vais pas entrer vraiment dans les détails pour raconter qui je suis. Je veux dire que j'ai 3 casquettes au moins. Je vais m'arrêter sur ces 3 casquettes-là. Je suis sociologue et historien. Je suis également journaliste. Comme journaliste promoteur d'un média qui s'appelle newsafrica24.fr. C'est un média qui est en ligne. Pourquoi je parle de ces 3 casquettes? Parce que ces 3 casquettes, me semble-t-il, sont complètement en adéquation avec la thématique du jour. C'est-à-dire que, comme sociologue et historien, mon engagement s'est fait, ou se fait toujours d'ailleurs, à permettre à mes jeunes sœurs et frères, quand je dis jeunes sœurs et frères, je ne parle pas seulement des Africains, je dis du monde entier, à s'exprimer, à montrer ce qu'ils savent faire, à raconter leur parcours,
mais aussi m'amène aussi à aller fouiner dans l'histoire de notre continent en rapport avec le monde. Parce que l'Afrique elle ne vaut rien quand elle est coupée du reste du monde. L'Afrique ne vaut que comme berceau de l'humanité parce que justement le reste du monde existe. Si le monde n'existe pas, c'est qu'il n'y a même pas de berceau de l'humanité. Elle est berceau de l'humanité parce que justement elle est à l'origine de tout ce que nous sommes aujourd'hui, mais elle est à l'origine parce que les autres existent aussi. C'est ce que je voudrais dire. Donc, comme historien, c'est le travail que je fais. Comme sociologue, je donne beaucoup la parole à nos jeunes sœurs et frères pour qu'ils s'expriment ce qu'ils sont, ce qu'ils voient du monde dans lequel ils vivent et comment ils dessinent l'avenir. Ça, c'est le tout dernier qui est paru, qui concerne les jeunes de la diaspora, qui est paru au mois de mars. Diaspora, la jeunesse africaine dessine l'avenir. Là, je me suis consacré à la jeunesse africaine, mais j'ai travaillé aussi avec les jeunes russes, les jeunes américains, les jeunes européens de manière plus générale. Donc, voilà 2 casquettes. La 3e casquette, donc, celle du journaliste et du promoteur de médias. Elle participe, cette casquette aussi, à l'engagement, parce que, après avoir travaillé, alors je suis originaire du Cameroun, j'ai travaillé au Messager, j'ai travaillé à Canal 2 International, ceux qui connaissent. J'ai travaillé à la radio RTM, qui est la radio qu'avait créé le Freedom Youngs au Cameroun. Je suis arrivé ici ensuite, donc je travaillais à Africa 24, j'ai été chef d'information pendant longtemps, Africa 24. Mais je me suis rendu compte que la communauté africaine et afro-caribéenne n'avait pas beaucoup de médias où elle pouvait s'exprimer, dire ce qu'elle veut, ce qu'elle pense, comment elle voit l'avenir, ce qu'elle veut, ce qu'elle envisage comme changement sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan de la santé mentale, sur tout ça. Donc j'ai créé News Africa pour permettre justement à cette voix-là de s'exprimer. Que l'on sache qu'il y a des Africains qui sont sur le continent, qui ont des choses à dire, mais qui sont aussi à l'extérieur, qui ont des choses à dire. Voilà donc ce que je fais à travers ces 3 casquettes-là. Et je voudrais ajouter aussi qu'en dehors de tout cela, j'accompagne aussi beaucoup de jeunes à l'écriture. Parce que je suis auteur aussi, je crois que je dois avoir 17 ou 18 ouvrages maintenant. Et des ouvrages qui portent essentiellement sur la question de la jeunesse, mais aussi la question de l'urgence climatique, vue sur l'angle de comment est-ce que les médias peuvent aider à mieux sensibiliser, à mieux faire prendre conscience de cette problématique-là, et aussi les questions justement liées à l'importance de la culture dans le développement de l'Afrique en particulier, mais pas que, et l'importance du patrimoine historique. Voilà, je m'arrête là. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Alors on donne le micro à monsieur Jean-Luc Berger, fondateur Miltar Concept, écrivain et conférencier. Catastrophe pour moi de prendre la parole. Je suis pas habitué. Vous avez l'habitude, vous êtes un très grand conférencier. Non, je n'aime pas parler de moi. Oui. Je suis très attaché à l'ensemble des cultures. Tout d'abord, je voudrais vous dire que je suis très honoré de prendre la parole aujourd'hui pour évoquer un sujet qui nous concerne tous, l'intégration à travers les diversités culturelles et les valeurs du vivre ensemble. Alors, quand je parle d'intégration, tout d'abord, je voudrais préciser que pour moi, c'est un point très fort. Là où l'exclusion divise, il faut se rappeler et garder en permanence à l'esprit que l'intégration humanise. Donc, l'intégration, c'est une grande richesse. Alors, 5 voies pour évoquer l'intégration, ces 5 voies me sont un petit peu personnelles, mais elles appartiennent à tout le monde, ça fait partie du patrimoine de l'humanité. Il y a la diversité culturelle, il y a l'art, le sport, et bien évidemment des enjeux. Il faut avoir des garde-fous, il faut avoir des ambitions, et il faut les faire aboutir. Alors tout d'abord, l'intégration ne signifie pas l'assimilation, mais la cohabitation harmonieuse des différences. La notion de différence est très importante.
Quand on parle de différence, il n'y a pas de gens meilleurs ou moins bons que d'autres, il y a des gens différents. C'est-à-dire que quand on parle de gens qui sont meilleurs, moi j'appelle ça, c'est mon mot à moi, c'est de la foutrerie. Alors l'intégration, elle repose sur des valeurs communes qu'il ne faut jamais perdre de l'esprit. Le respect, donc je dis bien le respect, l'égalité, et comme nous sommes dans un pays, comme dans d'autres pays, je ferai état de la citoyenneté. L'intégration ne veut surtout pas dire qu'on doit se fondre, qu'on doit renier ses origines. Elle doit trouver sa place dans une société, je l'ai dit tout à l'heure, tout en respectant les différences. C'est un chemin partagé. Alors, c'est un effort collectif de part et d'autre. Et pour cela, nous avons besoin de lieux, d'espaces, de moments où chacun peut s'exprimer librement. Intégrer le micro. Voilà. Comme vous l'avez vu, comme vous l'avez vu, je ne suis pas en train de vous parler de l'intégration, mais de la désintégration. Pour en venir à l'intégration, elle n'est pas l'effacement des différences, mais une rencontre dans le respect et l'enrichissement mutuel. C'est un chemin qui demande écoute, ouverture et patience. Donc ça ne se fait pas comme ça, il faut travailler, et il faut travailler de part et d'autre. Maintenant, pour en venir à la diversité culturelle, c'est une richesse inestimable. Cela veut dire qu'elle ne doit pas être une menace. Lorsqu'on parle de menace, vous fermez les oreilles. Elle favorise la créativité, la notion de créativité est très importante, le dialogue interculturel et surtout l'innovation. Le respect des différences culturelles renforce la cohésion sociale. Donc, une phrase qui est pour moi très importante. Le dialogue entre les cultures est un instrument privilégié pour édifier la civilisation, laquelle, tout simplement, de l'amour, qui doit reposer sur la conscience qu'il existe des valeurs communes à toutes les cultures. Donc ce n'est pas le monopole d'une culture ou d'une autre, c'est de toutes les cultures. Alors c'est vrai que nous vivons dans un monde désormais mondialisé, la diversité culturelle est bien présente. Regardez les musiques, il y a des musiques différentes. Tout à l'heure on a eu droit à un hymne, on a eu l'hymne national français, et après nous avons eu l'hymne sud-africain. Donc nous étions de la diversité. Les cuisines, là je regarde la table, il y a un peu de tout, et je sais déjà que ça sera très bon. Qui oserait dire qu'il ne s'agit pas d'une richesse? Nous devons essayer d'apporter, il faut commencer par soi, à nous-mêmes, à nos enfants et autour de nous, un autre regard et d'exprimer le souhait que toutes les cultures et les religions, je dis bien les religions, puissent mieux se connaître. Pourquoi je dis les religions? On parle souvent de laïcité, on oublie de dire que 80% des cultures du monde sont influencées par la religion. Donc on ne peut pas l'écarter. Alors, je dirais aussi que, fruit de la contribution... On n'entend plus là, monsieur. Il faut bien intégrer le micro, il vous reste 1 minute 50. Alors, fruit de la contribution de tous les peuples, la diversité culturelle est le principal patrimoine de l'humanité. Nous devons transmettre une culture de paix aux générations futures, l'ouverture à l'autre, l'effacement des clichés et des préjugés pour triompher de l'ignorance et de l'intolérance, autant de leviers pour faire jaillir la source du vivre ensemble. Troisième point, c'est l'art. C'est le meilleur instrument de dialogue. Il cimente les idées et les peuples. Et cette phrase, elle vient de Félix Boabré, qui est un peintre ivoirien. Autre point, le sport. J'aime bien l'exemple du sport. Pourquoi? On construit une équipe qui doit gagner. Et gagner, si possible, ensemble. Les enjeux actuels, aller au-delà de la rencontre, du dialogue et du vivre ensemble,
nous devons même aller au-delà de la tolérance. Et j'aurais peut-être envie de parler d'altruisme. Pourquoi on n'en parlerait pas? Parce que la tolérance, on tolère, ça ne veut pas dire qu'on aime. Alors que l'altruisme, n'ayons pas peur de le dire, on aime l'autre. Hein. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Monsieur Berger. Alors, on va poursuivre avec notre dernier panéliste. Il s'agit de Monsieur Sami Kodassé, directeur de collectif Cohésion. Ok. Je vais essayer déjà de parler dans le micro, comme ça tout le monde pourra m'entendre. Donc, moi, on m'a demandé de parler de l'engagement associatif. Comment se présenter? Déjà, moi je suis schizophrène. Hein, donc, sans vouloir vous faire peur, pourquoi je dis ça? Parce que je fais plusieurs choses un peu comme tous ceux qui sont à la table. Je ne vais pas trop me présenter sur ça, mais expliquer un peu pourquoi l'engagement associatif. Nous, on a fondé notre association il y a quelques années. Au début, ça partait juste de nos valeurs en fait. On avait envie d'aider ceux qui étaient proches de nous. Donc, pour ceux qui sont là depuis quelques années, si vous avez connu la chapelle, à un moment il y avait énormément de bidonvilles là-bas. Et donc on s'était dit qu'on va aider les personnes qui étaient aux alentours. On a fait ça 2-3 fois, vraiment entre amis. Ensuite, on en a parlé à d'autres amis qui nous ont dit que ça les intéressait de venir aider. Et au fur et à mesure, ça a commencé à grandir. Et comme on est un peu procédurier, on nous a dit c'est bien de fonder une association. On a monté une association et donc là, depuis 5 ans, l'association existe. Et le plus important, en fait, c'est que ça partait vraiment de valeurs. Et chaque action maintenant qu'on propose avec notre association, c'est lié à ce qu'on a envie de partager. Donc on a des gens qui aiment le sport dans notre association. Maintenant, on a des créneaux de sport. On a des femmes qui veulent faire du sport. On a proposé du sport pour les femmes. On a des gens qui aiment faire du vélo. On a dit, tiens, on va apprendre à faire du vélo à des gens. Ensuite, d'autres choses un peu moins drôles, il y a des gens qui ont des problèmes administratifs. On s'est dit qu'on va les aider. On a des jeunes et des moins jeunes qui cherchent du travail. On s'est dit, on va les aider à trouver du travail. Et au fur et à mesure, l'association elle a grandi et ça nous a permis de développer un réseau. Et le réseau, c'est vraiment ce qui est important. Donc, à part les valeurs, d'accord, qui est dans chacun de nous, c'est vraiment de travailler ensemble. Et du coup, l'association, ça ne s'appelle pas juste cohésion, mais collectif cohésion. Et collectif parce qu'on a besoin de travailler tous ensemble, parce qu'on a beau être le plus fort du monde, le plus intelligent, tout seul, ça ne marchera pas. Et on va se fatiguer surtout, et ça serait dommage de finir en burn-out. Donc on profite des forces de chacun et de chacune qui ont les mêmes valeurs que nous pour avancer. Voilà. Merci. Bravo, bravo. Merci beaucoup, Monsieur Sami. Donc vous avez respecté votre temps de parole. Nous vous remercions. Alors, on va continuer. Déjà, on remercie donc nos 5 panélistes pour leur présence et leur engagement. On va passer aux questions-réponses. Si vous avez des questions. Alors, ce qu'on va faire, parce que techniquement, comme on a une problématique avec le micro, je vais demander à une ou les personnes justement qui vont poser leurs questions de s'approcher pour poser leurs questions directement. Parce que... Non, tu peux faire ça, regarde. On peut rester là. Alors s'il y a des questions, s'il y a des personnes qui sont... On ne va pas vous entendre, monsieur. Vous parlez fort. Alors attendez, déjà je vais demander à toute l'audience, s'il vous plaît, excusez-moi, je vais demander à toute l'audience vraiment de respecter et vraiment d'imposer le silence. C'est très très important. Nous sommes à la première édition du cycle dédié au parcours d'intégration en France, qui est piloté par notre général Marcel Macam. Elle s'est battue corps et âme pour la réussite et la contribution de cet événement. Donc le silence également, c'est un respect mutuel. Alors la question, monsieur. Je reprends d'abord, je me présente, Isabelle Chaclous, travailleur social sur Aubervilliers, on va employer l'hébergement, accueillant des femmes isolées, provenant de tous les horizons. Donc je me tourne vers vous qui me regardez visuellement, vous avez compris que c'est à vous que je m'adresse, sur la question de l'interculturalité, surtout sur la question concernant les problématiques de la santé mentale. Vous avez simplement posé la question, vous avez énoncé, il y avait un numéro vert, ma question est très simple, quel est-il? Et je voudrais pouvoir le noter. Donc la question s'adresse directement à Madame Evelza Chenot, hein, c'est bien cela? C'est ça. Tenez. Merci monsieur pour votre question.
Je vais d'abord commencer par vous donner cette affiche pour vous inviter à assister à l'ouverture prochaine du carrefour social interculturel qui ouvre ses portes d'ici le 20 mai à l'adresse du 76 avenue sous le regard de M. Aziz Moundé, vraiment avec sa grande collaboration et voilà, on sera très heureux de vous accueillir à cette adresse et vous aurez toutes les informations, monsieur. Donc la question de la santé mentale, elle est primordiale. Et vous aurez vraiment tout le détail. Est-ce que vous voulez que j'approfondisse quelque chose? Plus tard. Vous allez changer de carte de visite. Alors, y a-t-il une autre question, s'il vous plaît? Alors, je vais donner la parole à notre maire, Madame Kourtoum Sako. Merci. Excusez-moi, hein, normalement, les questions sont réservées plus à la salle, mais on était en train de chuchoter, on devait rester silencieux. Je voulais qu'on répète la question, parce que nous, on est venu chercher des solutions. On est venu sortir, et il est venu chercher son maillot, il est venu chercher son numéro vert, et c'est vrai qu'on s'est un peu noyé dans les présentations, et la question c'était quand même, à travers la vie associative, à travers l'entrepreneuriat, comment on peut aider ces personnes qui cherchent à s'intégrer. Et je suis désolée de poser la question, je n'ai pas eu ma solution. Donc est-ce qu'une personne peut prendre la parole pour solutionner cette question qui est intéressante? Et je pense que les gens qui sont venus à cet événement-là sont venus pour entendre aussi un peu un début de réponse. Donc je laisse le micro à nos panélistes pour qu'on puisse conclure succinctement sur ces petites amorces. Et je suis un peu déçue, Faiza, parce que tu es quand même une personne qui est venue à un âge tardif, qui est quand même un grand challenge, une personne qui est venue à l'âge de la retraite en France, qui a su s'intégrer, qui a su rayonner, qui a su créer son association. Bon, je réponds un petit peu à la question à sa place. L'entrepreneuriat, on n'a pas d'identité, administrative en tant que personne, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir une identité morale en tant qu'entreprise pour pouvoir exister dans l'entrepreneuriat? Moi, je pose des questions, je ne vais pas faire les réponses aussi, donc je me redonne le micro. Merci. Alors, si on a la réponse, donc est-ce que l'un des panélistes souhaite répondre de manière succincte? Alors, Monsieur Samy. Alors, merci déjà de la question. Même si moi c'était plus sur... Ça marche, c'est bon. Sur l'engagement associatif. Mais l'engagement associatif, comme je disais, ça retrouve plein de champs, dont l'entrepreneuriat. En tout cas, accompagner les personnes qui ont besoin. Il n'y a pas de réponse toute faite, c'est déjà de se faire accompagner. Donc il y a des personnes qui sont très autonomes, qui arrivent à apprendre toutes seules de manière autodidacte. Donc pour ces personnes-là, entre guillemets, c'est facile. Sinon, il faut se rapprocher des structures qui sont proches de son territoire. Donc moi, je ne suis pas spécialiste de Bervilliers, moi je suis sur Saint-Ouen. Donc si vous êtes sur Saint-Ouen ou vous vous déplacez pas trop mal, je peux venir vous aider. Enfin, je pourrais vous aider si vous venez. Sinon, c'est de se rapprocher des structures qui existent dans votre ville. Normalement, dans toutes les villes, je ne sais pas comment ça se passe à Aubervilliers, mais vous connaissez mieux que moi, il y a sûrement au moins un service de vie associative ou au minimum un accueil à la mairie qui peut vous orienter vers soit le service insertion ou le service emploi, entrepreneuriat, je ne sais pas comment ça s'appelle dans les villes, qui peuvent vous aider. Ensuite, il y a beaucoup de communautés différentes. Donc il y a des communautés qui s'aident un peu plus que d'autres. Essayez de vous rapprocher de vos communautés. La première communauté, c'est la famille. Donc vos frères, vos tantes, vos sœurs, vos cousins, cousines, etc. Qui peuvent vous aider. Et je insiste, après il existe des associations plus ou moins grosses, plus ou moins sérieuses qui peuvent vous accompagner. J'espère que ça a répondu. Mais je vais compliquer. Alors, du pratico-pratique. En France et dans toutes les régions de France, il y a ce qu'on appelle le schéma départemental. Le schéma départemental qui donne la possibilité à toute personne qui arrive en France d'avoir à se renseigner vers un travailleur social, une assistante sociale,
qui travaille sur un secteur géographique bien défini, par exemple à Aubervilliers. Si, supposons que je ne connais pas, je viens juste d'arriver à Aubervilliers, c'est soit je me rapproche d'une association ou de l'assistante sociale qui est communément connue par tous. On sait qu'il y a une assistante sociale et elle va se charger en fonction de la problématique, soit d'orienter, en fonction de la demande de l'individu. Si c'est concernant des problématiques de régularisation, elle va l'orienter vers la CIMAD, Emmaüs, Secours catholique, bref, il y a un panel d'associations destinées précisément à ces problématiques-là. Et c'est vrai qu'on rencontre une double problématique avec la migration, parce qu'ils arrivent et ils ne comprennent pas encore le dispositif lié au schéma départemental. Ce schéma départemental permet à toute personne de savoir où s'orienter pour un logement, de savoir où s'orienter pour l'handicap. On sait tous qu'il y a les maisons départementales des personnes handicapées et la complexité qu'on rencontre en France sur le terrain, c'est le fait que la France ne connaît pas travailler la prévention. On travaille le curatif. Et on travaille le curatif. Les pays nord-américains, leur spécificité, c'est vraiment la prévention. Nous, on ne sait pas faire. Et là, on se retrouve un peu noyé, un peu surpris par la vague migratoire croissante. Forcément, ça déstabilise le système. Et c'est aussi la raison pour laquelle le service social spécialisé destiné à la spécificité migratoire, comme le carrefour social interculturel, se met en place pour apporter cette complémentarité qui n'existe pas. On travaille en brouillon. Pour la plupart, chacun, il faut déjà dire que la migration, c'est un gros bout de gâteau où chacun veut tirer son marron du feu. Et donc, on oublie complètement l'individu qui est concerné, c'est-à-dire le migrant. Et il faudrait, on est en train de travailler avec le ministère de l'Intérieur via l'intégration et le ministère et les offices français de l'immigration pour que cette question soit au centre. Qu'on arrive à mettre en place. Terminer juste 2 minutes parce qu'on est un peu prise par le temps, il y a des problèmes de micro. En juste pour terminer, je vous laisse conclure, vous allez terminer. Oui, l'idée c'était de dire en gros que concernant les questions migratoires, par exemple, l'application que nous avons mis en place là, sur la santé mentale, avec un numéro vert qui va permettre aux migrants qui n'a pas forcément qui n'a pas forcément qui n'a non seulement pas l'information, mais qui n'a pas des moyens, qui n'a pas un portable, il arrive, il n'a rien. Il n'a pas le forfait, c'est le forfait. Il n'a pas le forfait pour téléphoner, c'est gratos. C'est-à-dire que c'est la structure, c'est l'association qui payera pour que le migrant utilise gratuitement ce numéro vert. Le numéro vert, il sert à ça. Hein? Il sert à ça. Le problème, c'est qu'on n'ose pas tout l'instant ce jour le communiquer parce qu'on sera débordé. On a fait un essai et c'est... Excusez-moi, je suis obligée de reprendre le micro parce que je dois également maîtriser le temps. Il y a monsieur Jean Célestin qui voulait répondre justement à la question, à l'interrogation de madame Kourtoum-Sako. Et ensuite, je vais passer, il y a une personne qui voulait également répondre. Après, on va prendre une question du public et ensuite on va continuer avec la deuxième table ronde. Madame, je voulais juste dire que bon, il y a, j'allais dire, des canaux officiels, il y a des canaux officieux. Moi, j'interviens dans beaucoup d'associations, notamment qui accueillent les migrants. Je parlais du centre de la maison Soujata Keïta. En fait, souvent, il faut leur faire prendre conscience d'abord, parce qu'il y a des traumatismes. On n'a pas eu quand ils arrivent. Il y a énormément de traumatismes. Leur faire prendre conscience, est-ce que tout reste possible, malgré le parcours difficile, quand on est arrivé par bateau, par la mer, par tout ce que vous voulez, dire qu'on arrive sur une terre inconnue, mais qu'il y a des possibilités de mieux connaître cette terre-là. Ça passe
par leur faire prendre conscience d'abord qu'ils ont de la valeur. Ils n'arrivent pas comme des gens qui n'ont pas d'histoire. Il faut voir, je dis, j'accompagne aussi en matière d'écriture. Raconter son histoire aussi, ça permet de guérir. Oui, bien sûr. Ça permet de se projeter, ça permet de se valoriser. Donc il y a bon, moi je ne suis pas dans le circuit, j'allais dire officiel, je suis dans le circuit un peu parallèle, mais je pense qu'il a aussi son importance, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Alors, excusez-moi, Ça fait longtemps que je demande la parole. Hein. Je vais répondre. Alors, attendez. Non, mais non, on a levé le doigt. Non. Ça s'excite, hein. Ça ne va pas se passer comme ça. Non. Ça fait 20 minutes que je lève la main. Je réponds. Là, je vais me fâcher. S'il vous plaît, je réponds à Madame Courtoul pour lui proposer, parce que je suis une femme d'action, aussi. Donc, je propose de créer un programme de mentoring, de mentorat pour ceux et celles qui veulent monter leur projet et donner l'exemple, les encadrer. Et parce que l'intégration passe par le travail. Donc c'est une proposition peut-être à la mettre en place ici à Aubervilliers, ça des associations. Donc il était important pour Madame Faiza de répondre à Madame Courtoul, comme elle a décidé également que c'est simplement. Mais je sais que vous êtes des amis en dehors, vous avez de très bons liens. Alors je vais juste prendre une question du public malheureusement, parce qu'on est vraiment très pris au niveau de temps. Il y a le monsieur qui lève la main depuis, je le vois, il peine à lever son bras. Donc quelle est votre question, monsieur? Merci beaucoup, monsieur Dengue, parce que ce que vous aviez dit, le panel, n'est pas antinomique avec le parcours d'intégration. Rappeler l'histoire est d'une importance capitale, et tu viens de citer un nom, le centre Sundiata. Il y a le centre Avicenne, il y a Tobinatan, il y a des centres d'anthropologie médicale et d'ethnopsychiatrie à Paris et en France. J'enseigne la parentalité et l'interculturalité depuis 25 ans au centre Minkowska. Donc il faudrait que cela soit précisé, qu'il existe déjà quelque chose en France. Ce que vous apportez est un plus, et tant mieux. Il y a une jeune Ivoirienne qui vient d'écrire un excellent ouvrage, Réussir son intégration en France. Madame Colette Brou, je vous enverrai tout ça, avec Colette Brou. Parce que personne ne s'occupe des gens qui sont déjà ici, pratiquement, je dis bien. Il y a des associations, etc., éparses. Vous l'avez bien dit, je sais très bien comment vous travaillez, M. Edengue. C'est pourquoi je reprends la parole avec insistance pour le dire. Il y a des choses qui existent, mais qui sont éparses. Ce que vous apportez est du nouveau, c'est très intéressant, mais l'interculturalité, je l'enseigne depuis 25 ans à l'université, dans les centres de formation, etc. Il est extrêmement important d'accueillir, de savoir accueillir quelqu'un. Si on ne sait pas l'accueillir, on ne le met pas en confiance. Mon ami, comment il s'appelle, Yaya Dianka, à Mantes-la-Jolie, qu'est-ce qu'il a fait? Quand des paysans, des médecins sont venus, mais ils viennent avec une valise symbolique. Ça veut dire que ce sont des individus, tu l'as bien dit. Mais celui qui accueille, il pense que c'est quelqu'un qui vient tout simplement pour profiter, etc. Non! Nous sommes tous riches de quelque chose. Et nous sommes tous riches. Et Yaya Dianka a montré aux municipalités, en faisant un village artisanal. Et c'est là que les gens ont dit, ah, je ne savais pas. Ils ont considéré l'étranger. Et quelqu'un a bien dit, vous avez pris l'exemple, c'est mon ami qui a parlé du footballeur. Je ne connaissais pas, je vais le chercher et je vais faire sa promotion, ce monsieur-là, parce que c'est très important que nos jeunes le connaissent. Je voudrais terminer. J'ai fini. Je voudrais dire une chose, tout simplement. Je suis philosophe, je ne suis pas Bakary Sissoko. Accueillir, c'est rassurer. On doit rassurer. Une fois qu'on a rassuré, on établit la confiance. Une fois qu'on a établi la confiance, on met une stratégie, une démarche en place. Tout est rigoureusement écrit. Ensuite, il faut savoir que partir, c'est se perdre un peu. Se perdre pour se retrouver. Parce que si on est ouvert, on devient très riche. On se perd, mais on gagne. Il faut aussi que l'étranger, celui qui vient d'ailleurs, soit capable d'entendre, de s'adapter. Mais la théorie de l'authenticité, il y en a marre. Merci beaucoup, monsieur, pour votre prise de parole. On a bien ressenti l'âme de philosophe. On pourrait vous écouter à terme éternel, on n'a pas le temps, malheureusement. Je vais juste donner
le micro, il y a une personne là, depuis qui tend la main. C'est madame. Ouais. Votre question? Alors, je suis la présidente de l'association La République Solidaire. J'habite le quartier. On parle souvent de l'intégration des étrangers en France. Mais je me demande que signifie réellement s'intégrer ici. Je voulais juste partager avec vous une petite anecdote. Je me suis croisée avec une Marocaine qui fait un effort surhumain pour parler à son petit en français. Je lui demandais, mais pourquoi? Pourquoi tu ne parles pas ton fils ta langue maternelle? Elle a dit, on m'a interdit, soit les assistantes sociales, soit dans des écoles, soit dans des administrations. Alors, cette réponse m'a profondément interpellée. Est-ce cela qu'on attend de l'intégration? Abandonner sa langue, ses racines, sa culture. Je pense que l'intégration ne doit pas signifier l'immigration ou son identité. Apprendre la langue du pays, respecter ses lois et ses valeurs, oui. Mais doit-on pour autant nier d'où l'on vient et nier notre langue? Merci. Alors vous avez à la fois posé des questions et également fait les réponses. Et il y a monsieur Jean-Louis Berger qui va y répondre de manière très succincte, s'il vous plaît, monsieur. Sachant que vous avez déjà répondu en partie à sa question lors de votre prise de parole. La question me semble très importante. Il est bien évident que est-ce qu'un individu aujourd'hui a le droit de ne pas avoir de domicile? Alors, pour moi, il y a un point qui est relativement important, et plus qu'important, c'est la notion de dignité humaine. C'est une notion qui ne doit pas être attribuée à tel et tel pays, elle est commune à tous les pays. Il y a également l'accès aux droits fondamentaux. L'intégration, elle doit ouvrir les portes de l'éducation, de la santé, on n'a pas le droit de ne pas soigner quelqu'un, de la culture, et du travail, on en parlait tout à l'heure. Elle permet à chacun d'accéder aux ressources communes de la société, et non pas des ressources qui sont sélectives. Dernier point, il faut que l'identité soit enrichie. Quand je parle d'enrichie, c'est une intégration qui permet à l'individu de développer son identité à partir d'une identité multiple sur le pays. Voilà, j'ai... Alors, on va prendre une dernière question. C'est madame, je vous vois depuis. Je suis désolée, nous avons... On va continuer pendant le buffet. Voilà, Alors, il faut savoir une chose. Il y a un temps, vous aurez l'occasion, je pense, pleinement d'échanger par la suite lors du cocktail. C'est un cocktail dînatoire. Il y a également une deuxième table ronde. Il y a également 5 panélistes qui sont prévus. Le sort, malheureusement, on doit respecter le temps de chacun. Et puis je sais que c'est tellement riche, on a tellement de questions à poser diverses et variées. Et vous pourrez échanger ensuite tous et toutes, c'est aussi le but de cette journée. On a préféré le faire effectivement sur une demi-journée, mais on se rend compte qu'il aurait fallu voir une journée, voire 2 jours. Bon, en tout cas, c'est la première. Madame, je vous donne le micro. Monsieur, Alors, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez juste respecter le silence? C'est très important. Je sais que tout le monde a besoin de poser ses questions. Alors, ce n'est pas la peine de vous énerver. Restez calme, toujours dans la joie, la paix et l'amour. C'est également la bienveillance. C'est savoir faire preuve de solidarité et d'amour. Quand on reprend justement l'histoire et le parcours de notre général Marcel Maca, mettez tous du cœur dans tout ce que vous faites. Donc je donne la parole à cette dame et ensuite je donnerai la parole à une personne du public et ça sera la dernière. On lui donne toute la parole après.
Bonjour à toutes et à tous. Avant tout d'abord, je vous demande pardon. Allez-y, madame, On est là tous. s'il vous plaît. Alors, excusez-moi. Madame, allez-y. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc, posez votre question, madame. Oui, moi je pose des questions. Parce que depuis 2006, je travaille, je fais des maraudes pour les migrants, les gens, les jeunes. Voilà. Et je suis un enfant d'immigration aussi. Mon père, il a fait la guerre français. On est né au Sénégal, au pays, la Guinée-Conakry, comme j'ai entendu parler du monsieur, justement. Et aujourd'hui, on a un jeune président de la République, comme Mamadi Doumbouya. Vraiment, nous, on lui demande de réfléchir, de voir ces enfants qui sont aujourd'hui dans les pays étrangers, qui souffrent. Et là, il y a plus de 500 personnes qui sont là en ce moment-là, des jeunes migrants. Je fais toujours à manger à eux. Et pourtant, il n'y a pas l'État qui m'aide. Il n'y a personne. Moi et Mariam Fall, on est là. On fait plein de choses. Je crois que vous avez entendu les jeunes migrants du parc de Belleville. Donc, eux, c'était à côté de chez moi. Tout ce que je pouvais faire, c'est lui donner à manger. Je ne pouvais pas faire quelque chose d'autre. Et il dort partout aujourd'hui. C'est vraiment triste. Donc, nous, tout ce qu'on veut demander aujourd'hui au président de la République, vraiment, de voir cette immigration, comment on peut faire pour résoudre ce problème, parce que vraiment, tout ce que vous dites, c'est bien, mais on ne peut pas résoudre tous ces problèmes-là. Les jeunes qui sont là aujourd'hui, ils sont devenus des fous, vous m'excusez du terme. Ils se sont là, ils se droguent, ils sont là, ils tuent même des personnes, et ça nous fait honte aujourd'hui. Parce qu'est-ce qu'ils vont dire? Toujours c'est les Noirs, toujours c'est les Maghrébins. Et pourtant non, il y a quelque chose, comme il a dit le monsieur, on a tout chez nous. Moi, je suis né au Sénégal, grandi là-bas. Je fais partie des patriotes qui sont battus aujourd'hui grâce à notre combat. Aujourd'hui, on a des jeunes présidents chez nous. Et on est en train de travailler toujours, vraiment. Vous m'excusez parce que là, je suis tellement émue que ça me fait... Voilà. Oui, quand j'ai entendu parler du monsieur pour Guinée-Conakry, depuis 1958, mon père il est sorti à Conakry. Je ne connais pas la Guinée. Mes enfants, ils vont devenir comment? Mes petits-enfants aussi. Posez la question. Posez votre question, s'il vous plaît. Ah oui, c'est voilà. Donc moi, ce que je pose, c'est cette question. Qu'est-ce que nos enfants vont devenir demain? Comment on va retrouver notre pays d'origine? On ne connaît même pas. Moi, aujourd'hui, je suis une mère de famille. Mes petits-enfants, mes arrières. D'accord. Excusez-moi, parce que voilà, merci beaucoup. Excusez-moi, je suis obligée de reprendre le micro. Donc la question, c'était l'avenir de nos enfants. Alors, qui souhaite répondre à cette question? Madame, d'abord, merci beaucoup pour votre témoignage qui est très très émouvant. Et la Guinée, je la fréquente depuis 17 ans maintenant. Chaque année, j'y vais au moins une fois. Donc, je comprends très bien l'émotion qui est la vôtre. Pour revenir à votre question, l'avenir de la jeunesse africaine aujourd'hui, je crois qu'il y a une jeunesse africaine qui a beaucoup changé. Moi, en tant que sociologue, je l'ai su depuis une vingtaine d'années maintenant, et je vois les métamorphoses qui se sont opérées, et je perçois très bien le moment où on a basculé. Il y a une jeunesse africaine aujourd'hui qui est déterminée, qui a soif de savoir son histoire, ses racines, et qui se projette vers l'avenir comme vous ne pouvez même pas imaginer. Ce que j'ai rencontré pour ce livre-là, je les ai rencontrés ici en France, au Canada, en Italie, en Belgique, à Paris, bien sûr, mais aussi à Bordeaux, tout ça. Ils sont dans les grandes écoles, la plupart, pas tous. Il y a un qui a choisi, après avoir eu son bac, de devenir footballeur. Contre vents et marées, contre la vie de ses parents. Aujourd'hui, il joue en Italie. Il estime que c'est sa voie, il a réussi. Les autres sont dans les grandes écoles. La plupart ont fait l'Institut Polytechnique fixe au Fait-Boigny à Yamoussoukro. D'autres, ils ont fait Soupélec ici. Certains sont en train de sortir des ingénieurs. Je vous assure, 99% d'entre eux ne rêvent plus d'une chose. Une fois qu'ils ont terminé, rentrer en Afrique. Donc, ça, c'est un changement qu'on peut très très bien, j'allais dire, marquer, parce qu'il y a 20 ans encore, c'était pas ça.
pour vous dire qu'il y a beaucoup d'espoir par rapport à cet avenir de la jeunesse. Merci. Et je complète, madame, pour vous dire que je souhaiterais vous voir dans mon centre. On va travailler ensemble. Alors, merci beaucoup. Alors, merci à chacun des panélistes. Merci également au public. Merci également pour vos échanges. Alors, il y a juste, excusez-moi, là, on va terminer avec les questions-réponses. Je vais juste donner la parole à monsieur Pierre Sac, qui est présent. Voilà, donc monsieur Pierre Sac, c'est le premier adjoint au maire d'Aubervilliers. Alors, monsieur Pierre Sac, s'il vous plaît, est-ce qu'il peut...